Voilà, nous sommes exactement samedi 5 novembre 2022. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans cet exercice démocratique. La parole se donne aux journalistes. Merci, vous nous avez fait confiance, vous nous avez suivis. Malheureusement, le jeudi, on n'a pas produit pour certaines raisons, mais aujourd'hui, on ne peut pas manquer au rendez-vous d'Ava Bruit. Comme vous le savez, Congo Presse est produit désormais chaque mardi à 11h, jeudi 11h, mais de manière exceptionnelle, le samedi, c'est toujours maintenu à 16h pour vous informer, mais aussi apporter des éclaircissements sur des questions qui concernent la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes avec deux journalistes sur ces plateaux. On va essayer, encore une fois, de parler de l'actualité politique, économique, tout ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais avant de prendre les grandes questions, les grandes thématiques qui seront débattues ce soir, je m'en vais vous présenter le journaliste avec qui on va partager ce plateau comme d'habitude. Je suis avec Merveille Bailing, il est journaliste mais aussi analyste. Il donne ici ses avis personnels par rapport à la marche du pays et ça n'engage que lui. Merveille, bienvenue et bonsoir à vous. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre précision. Je suis journaliste et je donne mes avis. Ça n'engage que moi. Ah oui, ça c'est une précision. Oui, merci beaucoup. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission qui s'installe un peu à peu. Donc c'est un réel plaisir. Nous espérons contribuer à ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben Kayembe, vous étiez le jeudi, mais bon, l'actualité vous a quand même réclamé, hein, vous êtes là. Comment vous allez? C'était pas le jeudi, c'était le mardi. Vous étiez le mardi avec nous. Oui, nous étions le mardi. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, ce que nous donnons comme pensée ici ou analyse n'engage que nous, ça n'engage pas les médias. C'est vrai que c'était important. Oui, c'est important parce que généralement on dit regardez ces messieurs de tels médias qui se permet de dire ça. Après, on s'attaque directement aux médias. Or, ce que nous disons ici nous engage personnellement. J'espère qu'on aura un débat très républicain. Merci beaucoup, Ben. Désiré Wembolo, également journaliste, analyste. Ce que vous allez dire ne vous engage que vous et n'attache pas le média auquel vous œuvrez. Non, déjà, mon média, qui est la 10e Route Télévision, ne me mandate pas. Voilà. Ce qui veut dire que quand je passe dans des plateaux de télévision, c'est pour parler de moi et de mes opinions personnelles sur des questions d'actualité. Et donc, ça n'engage à rien le média où je travaille. Merci beaucoup. Ici, c'est Désiré, tout simplement. Merci beaucoup, Désiré. Merci pour toutes ces précisions. Ça a été beaucoup attendu. Le discours du chef de l'État, l'adresse à la nation, comme on a l'habitude de l'appeler comme ça, c'était une adresse qui a été trop attendue. Qu'est-ce que le président va dire? Et finalement, le président s'est adressé à la nation. Il a donné la position officielle, en tout cas la plus officielle de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise, toujours derrière le M23. Le président s'est exprimé, il a donné sa position et on va essayer de décortiquer cette position de la République démocratique du Congo. Oui, il y a Félix Tshisekedi qui est le premier citoyen de la RDC, il a donné sa position. On va analyser. Mais avant d'y arriver, avant de prendre cette grande thématique, bien que c'est une question qui mérite beaucoup de temps et d'énergie pour l'analyser, je voudrais, avec les invités sur ce plateau, qu'on revienne un petit peu sur la situation au niveau de l'Union de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Vous savez que nous sommes tous journalistes. Lorsqu'il y a des choses qui concerne d'abord notre maison, notre corporation. J'estime que c'est toujours important que l'on soit d'abord nous-mêmes d'accord, que l'on analyse d'abord notre situation, parce que avant d'aller donner des leçons aux politiques, vous savez que nous, journalistes, on a l'habitude, on a toujours l'attitude de mieux se comporter, mieux agir par rapport aux autres, par rapport aux politiciens, par rapport aux pasteurs. Nous sommes des donneurs de leçons. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, je pense que c'est très important qu'on nous revienne là-dessus. Merveille, je pense que je ne ferai pas un raccordement frauduleux si je vous présente que vous êtes aussi membre
du bureau de l'UNPC. De l'UNPC, de discipline, je crois, de l'UNPC. Est-ce que il faut dire aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, qu'il y a eu un groupe de confrères et consoeurs suspendus pour des raisons que l'Union a jugées favorables. Je m'abstiens de citer le nom de consoeurs et confrères ici. Peut-être vous avez la liberté de citer. Je voudrais qu'on y revienne un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe? Dites aussi à ceux qui nous suivent. L'UNPC aujourd'hui est considéré comme une pourriture d'après certaines personnes. Les autres disent que les décisions qui sont prises au niveau de l'Union, ce sont des décisions visées. L'Union ne fait plus son travail, les désordres a élu domicile l'Union à ce moment ici. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corporation? D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Allez-y. C'est l'UNPC qui confère la qualité de journaliste en République démocratique du Congo. Ça, c'est la loi. Donc, soit tu es journaliste et tu es membre effectif de l'UNPC, soit tu n'es pas journaliste et tu n'es pas membre effectif de l'UNPC. Donc, ceux qui disent que voilà, moi, votre UNPC là ne me concerne pas, alors je pense qu'ils n'ont pas lu la loi. En tout cas, je leur demande de lire la loi. La loi est claire sur ce point-là, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est une précision détail. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, en tant que rapporteur de la commission des disciplines, je peux vous rassurer que la commission des disciplines avait bel et bien reçu une plainte. La plainte de la délégation syndicale de la RTNC contre les confrères Israël Mutombo, Mast Chibangu, Israël Moutala, Élisée Odia et Paulette Kimontou. Et dans la plainte, ils ont évoqué l'article 14 du Code de déontologie du journaliste congolais qui nous recommande la solidarité vis-à-vis des confrères et de se plier à toute décision, j'ai bien dit à toute décision des instances de l'Union. Ils ont estimé que dans le dossier des revendications des conditions sociales des journalistes de la RTNC, ces confrères-là avaient pris position en faveur de leur employeur. Ils ont manqué au droit de solidarité. Voilà, en faveur de leur employeur, il y a eu des attaques personnelles et ils étaient dans le droit de saisir le tribunal pour se plaindre. C'est ce qu'ils ont fait. Et selon la procédure, nous leur avons invité. Il fallait une invitation, il fallait des invitations. Nous avons fait les invitations. Je me suis chargé personnellement en tant que secrétaire rapporteur pour notifier toutes les parties. Donc la délégation syndicale de la RTNC et tous les confrères cités. À la première invitation, seul le confrère Mals Chibangu s'était présenté. Le confrère Israël Mutombo avait délégué son avocat pour comparaître. En fait, en droit, on appelle ça pour... excusez-moi. Pour comparaître, comment on appelle ça? Conservatoirement, parce qu'il était en déplacement le temps qu'il revienne au pays. Parce que selon les statuts particuliers, la représentation n'est pas autorisée pour le défendeur, ça veut dire le journaliste. Vous comprenez, le journaliste doit comparaître seul, mais assisté d'un avocat. Nous avons accordé la remise et une semaine après, le confrère Israël Mutombo s'est bel et bien présenté. J'ai envoyé la deuxième et la troisième invitation aux confrères Élisée Odia, Israël Moutala et Paulette Kimontou. Ils ne se sont jamais présentés. Et le confrère Israël Mutombo a pris l'engagement devant le tribunal d'accorder le même temps d'antenne aux confrères de la RTNC pour respecter le deuxième son des cloches parce qu'il avait organisé une émission avec le confrère Mals Chibangu. Le confrère Mals Chibangu aussi s'était demandé devant le tribunal. Il a dit que si dans ces mots il avait
choqué les confrères de la RTNC. Il s'est excusé. En tant que confrère, ça ne pose aucun problème. Mais les 3 ne se sont pas présentés. Selon les textes, on retient le défaut. Et la décision que vous voyez, ou les communiqués que vous avez vus de la commission des disciplines, c'est effectivement authentique. Les 3 confrères, donc le confrère Israël Mutombo, la consoeur Élisée Odia et la consoeur Paulette Kimuntu ont été effectivement sanctionnés, suspendus par défaut, suspension de 3 mois, avec retrait immédiat de la carte de presse pour les confrères Israël Moutala et Élisée Odia. Et pour la consoeur Paulette Kimuntu, elle a été suspendue simplement. Cependant, après notification, la consoeur Paulette Kimuntu a introduit son recours. Et le recours est suspensif de la décision. Donc, à ce jour, la consoeur Paulette Kimuntu peut exercer. Les 2 autres qui n'ont pas introduit les recours, ils ont 15 jours pour faire appel. Après 15 jours, la décision entre en vigueur. Merci beaucoup. Ça, ce sont des précisions qui nous reviennent qui viennent de quelqu'un qui est dans la boîte de la maison. Désiré, aujourd'hui, c'est tout le monde qui considère l'Union comme un lieu de désordre. Depuis la mort du fait Kassongo Chilunde, que son âme repose en paix, l'Union a cessé, d'après certains journalistes, a cessé de faire un bon travail, le travail de rigueur, et non seulement de rigueur, mais mettre tous les journalistes d'accord, surtout avec la problématique sur l'octroi de la carte. Est-ce que vous avez un avis très rapidement comme ça? On va prendre la thématique de ce soir. Merci Francis. Je voudrais commencer par son introduction. Il a dit que c'est l'UNPC qui octroie la qualité du journaliste en RDC. Ce qui n'est pas faux. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait. C'est la loi. Tout à fait, ça c'est la loi. Oui, surtout que c'est la loi. Mais comment fonctionne l'UNPC? J'ai quelques questions. Vous allez me permettre, je ne pose pas de questions, mais je me pose seul des questions. Si réellement nous respectons la loi et que c'est l'UNPC qui octroie la qualité du journaliste, combien de gens prestent en RDC, principalement à Kinshasa, comme journalistes et qui ne se sont jamais présentés devant l'UNPC, qui se disent journalistes et qui prestent? Est-ce que l'UNPC fait bien son travail à ce niveau-là, oui ou non? Première question. L'UNPC n'a pas de mesures de restriction, c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que je peux lui répondre très rapidement avant de continuer? Non, vous n'avez pas... Vous écrivez, vous allez répondre. Au moment où vous aurez la parole, vous allez réagir. Ça, c'est de 1. Combien de gens? 2. Quelles sont les mesures prises par l'UNPC pour sanctionner ceux qui prestaient et qui ne se sont jamais présentés à l'UNPC, qui n'ont pas de carte, mais qui sont journalistes? 3. Quels sont les critères d'octroi de la carte mis en place par l'UNPC? Est-ce tout simplement parce qu'on s'est dit, on se réveille un certain matin et qu'on s'est dit journaliste, on se rend à l'UNPC, on leur donne l'argent et vous avez la carte? Où il y a un certain nombre de critères. S'il y a un certain nombre de critères, quels sont ces critères? 5. Au cas où quelqu'un preste et qui s'est dit journaliste, qui a acheté la carte et qui commet un forfait, qui a été sanctionné par l'UNPC et que la personne continue à prester, quelle sera la démarche de l'UNPC? Je crois que Merveille va nous répondre tout à l'heure. Ça sont des questions que je laisse à Merveille nous répondre, mais je sais et je suis sûr qu'il n'aura pas d'argument pour répondre à ces questions parce que je connais le fonctionnement de l'UNPC. Moi, j'ai la carte. Vous concluez qu'il n'a pas de raison. Francis, ce sont des questions que nous posons chaque jour et qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. J'ai fait beaucoup de débats avec les membres de l'UNPC qui n'ont jamais répondu à ces questions. Je peux me citer dedans. Je reviens à la sanction des amis, de confrères, Israël Moutala, Paulette Kimuntu et puis Élisée Odia. Francis,
il y a de l'anarchie dans l'UNPC. Allez-y, Désiré. Très rapidement, il y a de l'anarchie. Tout à fait. L'UNPC devrait commencer par se battre pour l'amélioration de conditions de vie de journalistes. Je pense que c'est le premier combat de l'UNPC. Je pense que ça serait le premier combat de l'UNPC. Parce que vous n'allez pas me sanctionner alors que moi je vis peut-être très mal, entre guillemets. Vous ne vous souciez même pas de ma vie, mais vous avez le droit de me sanctionner parce que j'ai commis un forfait. Vous voyez, les amis, certes, ont piétiné la loi parce qu'ils n'ont pas été solidaires. Ils ont tenu des mots, quelque part, déplacés à l'égard des c'est clair qu'ils n'ont pas été solidaires. Il n'y a pas un autre mot à employer là-dessus. Mais est-ce qu'ils ont été entendus? Ils ont été entendus. Il a dit qu'on les a appelés, on leur avait déposé même des invitations, notifications, mais qui ne se sont jamais présentés. Mais au cas où quelqu'un est occupé. Et vous voulez qu'on ferme la maison, l'union sera là à attendre pendant que vous finissez Quel est le travail de l'union? L'union, son travail, c'est sanctionner tout simplement ou c'est suivre même le travail du journaliste. Tout travail, c'est étalé dans le délai. L'UNPC, c'est un organe protecteur du journaliste. Si je dis le contraire, il est là, il pourra dire la vérité. C'est un organe protecteur du journaliste. Quelle est la protection de l'UNPC face à Désiré, par exemple? J'aimerais préciser quelque chose, s'il vous plaît, Ben. C'est très important, sinon je vais me perdre. Je donne la parole à Ben. La question est tellement importante, mais on a passé. On va programmer une émission. Et l'organe d'autorégulation. Le CESAC, c'est la régulation. De médias. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le CESAC, c'est pour les médias. L'UNPC, c'est pour le journaliste. Il faudra qu'il y ait une différence. Le CESAC, c'est la régulation. Et l'UNPC, c'est l'autorégulation. Ça, il faut bien le préciser. Et quand on parle de l'autorégulation, dans l'autorégulation, il y a la discipline, il y a la discipline, les sanctions, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut savoir que c'est pour ça qu'on appelle même un tribunal de paix. Ce sont les journalistes qui doivent venir vers l'UNPC pour s'identifier et non l'UNPC aller vers ceux qui veulent devenir journalistes. Donc on peut se réveiller un matin. S'il vous plaît. Vous savez, Merveille. S'il vous plaît. Excusez-moi. Non. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Cette question va nous prendre tout le temps. Je dois aider notre ami parce que. Allez, notre ami a beaucoup de. Nous autres, on a passé toute la vie à étudier ce métier. Cher ami, voyez, il y a beaucoup de confusion. J'ai étudié uniquement ce métier. Mais il y en a qui n'ont jamais été sur le banc de l'école et qui se disent aujourd'hui journalistes, qui ont des cartes de l'UNPC. Et vous tolérez cela? La loi, écoutez, l'UNPC. Donnez à Merveille le temps de réagir. L'UNPC fonctionne sur base de la loi. Il va lire la loi de 97. Donc vous n'allez pas vers le journaliste. Écoutez, la loi dit qu'un journaliste, c'est celui qui collecte, vous comprenez, traite, diffuse. Et ça aussi, c'est un problème. Et cher ami, à l'école, on est allé jusqu'à un niveau de considérer journaliste, même les chauffeurs. Même les chauffeurs. Cher ami, il suffit qu'ils collectent, ils traitent et ils diffusent l'information. Je suis en train de vous répondre, n'est-ce pas? L'UNPC, c'est une structure qui fonctionne selon les textes et les lois de la République. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des textes de la République. La loi dit que c'est lui qui collecte, traite, diffuse et vit de ce métier. Mais ça, c'est une question qui a été résolue, je crois, en deuxième année de graduat. Voilà, et vous comprenez. Alors, mais qui doit mettre de l'ordre? Écoutez, c'est la question fondamentale. Alors, cher ami, ce n'est pas l'UNPC. Non. Je vais terminer, sinon. Allez rapidement parce qu'on n'a pas tout le temps. Sinon, il va entretenir le flou. Allez-y, donnez des précisions. Ce sont des parlementaires qui doivent aller à l'Assemblée nationale pour proposer une loi contraire. Vous comprenez? Pour remettre de l'ordre, ça veut dire que pour exercer, il faut avoir suivi la formation en sciences de l'information et de la communication. Si ce n'est pas encore fait, nous, l'UNPC, nous restons dans l'informel. Ce n'est pas l'informel. L'informel, c'est ce qui n'existe pas selon la loi. Or, la loi existe. Donc, ce n'est pas de l'informel. Et ce sont les journalistes qui viennent s'enregistrer. Si un journaliste, quelqu'un ne vient pas s'enregistrer, donc il est dans l'illégalité. Le jour où on t'arrête, écoutez, le jour où on t'arrête devant les juridictions des droits communs, on ne t'a peut-être jamais interpellé. Quand on t'arrête, on pose la question, quelle est votre qualité? Vous dites que je suis journaliste. On va vous dire, prouvez
Que vous êtes Vous réellement êtes journaliste. Si vous montrez votre carte de service, ça veut dire votre carte de la 10e rue, ils vont vous dire non. Votre carte de presse. Alors, la carte de l'UNPC. Prenons l'hypothèse où un journaliste connaît un forfait. Par exemple, un journaliste s'est dit, ou n'est pas solidaire à un ami journaliste. Mais c'est lui qui ne s'est jamais présenté à l'UNPC. Mais qui tient des propos un peu déplacés, par exemple à mon égard, et qui s'est désolidarisé de moi. Maintenant, l'UNPC va le sanctionner ou non? Non, mais si on constate qu'il n'est pas journaliste... Il ne s'est jamais présenté. S'il vous plaît, si on constate qu'il n'est pas journaliste... Mais il preste. S'il vous plaît, cher ami. Alors, si on constate qu'il n'est pas journaliste et qu'il n'est pas dans les répertoires... Ben KMB. Ça veut dire qu'il n'est pas le nôtre. Il n'est pas sanctionnable. Nous allons nous désolidariser de lui. Nous allons faire comme on a l'habitude de faire. Par exemple, avec des politiciens qui s'attaquent aux journalistes. Il y a des sanctions. Il y a des embargos. C'est logique tout ça. Vous trouvez que c'est logique? Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a un grand travail à faire dans notre domaine, dans la coopération. La question est tellement importante que ça pourra nous prendre toute une émission. Mais je vous prie de vous contenir, question de programmer une autre émission justement en rapport avec mais ça serait injuste que Ben pas son point de vue. Ben va prendre 2 secondes pour donner son avis. C'est à Ben que tu donnes 2 secondes. En tout cas 2 secondes parce que je n'hésiterai pas à vous arracher la parole par rapport à cette question. Allez-y rapidement. Bien évidemment, je vais prendre 2 minutes parce que tout a été dit par les confrères. Mais moi, je pense qu'on a eu longuement discuté avec Merveille, même si on n'a jamais eu assez de temps. Oui. Mais à chaque fois, on discute avec lui. Moi, j'ai vite compris qu'il y a un problème de vulgarisation des textes. Oui. En fait, en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si beaucoup ignorent la loi qui est prônée par l'INPC, c'est parce que les gens ne les connaissent pas. Moi, je lui ai posé des questions toutefois pour dire, mais vous parlez de textes, est-ce que je peux en voir quelques copies pour ne serait-ce qu'être informé de tout ce que vous avancez comme texte, code et autres, tout ce que vous voulez. Mais il m'a promis d'envoyer, il n'a jamais envoyé. Mais une deuxième partie, c'est que aujourd'hui, je me dis, l'INPC ne peut pas fonctionner sans l'appui de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons que l'INPC retrouve la force qu'il faut, même les mesures contraignantes dont vous parlez ici, si aujourd'hui les médias passent par l'INPC pour recruter peut-être aussi les journalistes, l'INPC aura un peu plus de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, si un journaliste veut prester dans une chaîne de télévision, il doit nécessairement avoir la carte et il doit être reconnu par l'INPC. Même en parlant des cotisations aujourd'hui, il y en a combien qui les donnent? C'est presque pas donné. Parce que l'INPC n'a pas un pouvoir sur les médias. Les médias répondent au CESAC. Et les journalistes répondent à l'INPC. Ce sont des choses qu'il faudrait quand même voir pour qu'il y ait nuance. Je crois que ce sont des observations qu'il faudra prendre en compte lors du congrès extraordinaire si jamais il y en aura, parce que il y a à boire et à manger. Ils se choisissent pour aller au congrès. Il y a à boire et à manger. Déjà, il faut dire qu'ils se choisissent pour aller au congrès. Ça aussi, c'est un problème. Ils se choisissent. Vous savez, allez voir que vous n'allez pas faire partie du congrès. Mais il ne peut pas vous écarter. Déjà, vous avez la carte de l'UNPC. Non, voilà. Ça aussi, c'est un problème. Il ne peut pas participer parce que c'est lui qui participe, ceux qui participent au congrès. Ça devient un groupe d'amis. Non, attention. Il y en a que ceux qui se connaissent. Est-ce que je peux vous retirer la parole? S'il vous plaît, je dois aider notre ami. Les statuts définissent qui est congressiste. Les congressistes, les membres des commissions permanentes, les membres du comité directeur, donc c'est tout simplement les sectionnaires. Non, attention, les sectionnaires et les délégués des membres affiliés à l'UNPC. Ça, ce sont les textes. Mais je suis en train de vous expliquer ça, ce sont les textes. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas être congressiste. Tu vas crier à l'explication. C'est de l'anarchie. Je vous ai retiré la parole, s'il vous plaît. Je pense que l'UNPC aujourd'hui, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce qu'à un moment, on cherche des boucs émissaires. C'est elle qui alimente, c'est elle qui fait ça. Je crois que le problème, c'est nous, journalistes aussi. C'est nous. Quelle image nous donnons à ceux qui nous suivent? Moi, je veux même aller plus loin, demander même aux politiciens à ne plus nous prendre au sérieux parce que nous-mêmes, là, nous ne sommes pas au sérieux. Comment nous avons une maison? Non, il faut que je dise des choses. Comment vous pouvez Non, il faut que je dise des choses. Il faut que je dise des choses. Parce que nous avons une organisation. Nous-mêmes, il y a du désordre à l'intérieur. Mais nous sommes les premiers à donner des leçons aux autres.
chers confrères, souffrez quand même que je le dise. Hein? S'il y a des confrères qui vont me prendre dans un sens ou un autre, allez d'abord régler la question autour de l'UNPC. C'est très important. Alors, on va prendre la thématique principale qu'on va analyser tout de suite. C'est autour du discours du chef de l'État. Je crois que cette question vaut la peine quand même d'être débattue. Le chef de l'État a fait appel à tout Congolais, à toute la population congolaise d'être unie. Et c'est ce que nous avons demandé, je crois qu'à l'émission du samedi passé, nous avons dit, est-ce qu'il y a possibilité de constituer un front avec tous les politiques? Voilà que le président de la République est revenu sur cette question pour demander aux Congolais d'être ensemble, parce que dans l'unisson, nous sommes capables de bouter dehors l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre, qui nous impose la guerre, parce que pour des raisons que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Alors, par rapport à cette question, je commence par Ben Kaïmbe, qui, je présume que vous avez suivi les discours du chef de l'État. Ben, votre avis, comment vous l'avez reçu et quels sont les éléments peut-être à compléter à ce que le chef de l'État a dit? Voilà, il n'y a pas à compléter, sauf qu'il y a quelques regrets. J'ai comme l'impression que le chef de l'État, de plus en plus, se fait entourer par des admirateurs en lieu et place de s'entourer des communicateurs. Vous revenez encore avec un problème des admirateurs. On fait appel à l'unité pour bouter dehors l'ennemi. J'ai encore rien dit, cher ami. Allez-y. Je ne parle pas de l'armée ici. Allez-y. Je parle de la politique interne de notre pays parce qu'on nous a, en suivant ces communiqués, je vais l'appeler comme ça, en suivant ces communiqués qu'a dit les chefs de l'État, on nous a interdit de jeter de l'opprobre sur l'armée. Je ne voudrais pas être traité ici de traître, vous permettez la tautologie. Qu'est-ce que je regrette, cher Francis? J'ai l'impression qu'on a poussé les chefs de l'État à communiquer tout simplement parce que la population l'a réclamé. Nous étions ici les mardis, je vous ai dit que les gens se posent des questions. Pourquoi, jusqu'à plus de 130 jours, les chefs de l'État n'a pipé mot? Mais peut-être par rapport à ça, les conseillers ont poussé les chefs de l'État à parler. Moi, je me dis des questions avant d'analyser. Si aujourd'hui, le Rwanda qui nous agresse est assis sur un fauteuil, en train de suivre les messages à la nation du chef de l'État, quels sont les points forts de ces discours qui peut faire trembler celui qui est au Rwanda en train de suivre? Même CDM23 parce qu'ils ont suivi les discours. Quels sont les points forts qui peuvent faire trembler? J'ai dit, il n'y en a pas. Pourquoi? Je l'ai dit. Le chef de l'État nous dit qu'il faut, par exemple, taire nos divergences. D'abord, je commence même par la diplomatie. Il dit, il y a des options, j'ai choisi la diplomatie. En même temps, il vous dit qu'il y a une guerre qui nous est imposée. On nous impose la guerre. Pendant qu'on lui impose la guerre, lui choisit la diplomatie. Attendez un peu, il a dit ceci. Pour faire face à cette situation, des options s'offriraient à nous. La diplomatie ou la guerre. Après, il poursuit en disant « J'ai résolu de privilégier la première option, quitte, il faut lire entre les lignes, quitte à en avenir à la seconde faute de résultat. » Allez-y. Mais ça ce n'est que le premier paragraphe. Il faut poursuivre. Il y a quelque part dans son discours, le chef de l'État a mentionné bien ces mots pour dire c'est une guerre qui nous est imposée. Ça veut dire qu'il reconnaît que le Rwanda nous impose une guerre. Mais lui ne veut pas nécessairement mener cette guerre, lui préfère la voie diplomatique. Mais maintenant, certes, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un praticien des relations internationales ou je ne vais pas m'inventer ici en diplomatie, mais même les athées commentent la Bible, je me permets quand même. On nous dit ici, en diplomatie, c'est les rapports de force qui priment. Aujourd'hui, lorsqu'on privilégie ces voies diplomatiques, qu'est-ce que nous apportons sur la balance? Je l'ai dit l'autre fois. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais occupent une partie de la République démocratique du Congo. Lorsque nous partons dans les négociations, nous partons en position de faiblesse. Parce que c'est nous qui supplions les Rwandais à nous laisser cette partie-là. Qu'est-ce que nous amenons pour faire trembler les Rwandais aujourd'hui? Parce que c'est un rapport de force. Qu'est-ce que la RDC amène comme force pour faire le poids devant les Rwandais? Il n'y en a pas. Donc, d'après vous, le chef n'aurait pas dû privilégier l'option diplomatique. Mais il allait être un peu plus explicite je pense en disant que, par exemple, nous déclarons la guerre face au Rwanda.
Ça, c'est vous qui dites. Je ne vous le fais pas dire, cher ami. Non, je vous relance parce que à vous attendre parler. Oui. Ici, moi, j'aimerais, là, vous allez me poser la question pour savoir quelles sont les propositions. Voilà, moi, je pense qu'on aurait dû mettre un peu, parce qu'on vient de voter un budget ici. Le chef de l'État a dit, je crois que c'est Patrick Moya qui l'a dit l'autre fois, il a dit, s'il faudrait même donner les 75% du budget pour que la paix revienne à la partie Est, on est prêt à le faire. Mais c'est le moment pour les montrer. Cette volonté, parce qu'il a toujours dit, on peut nous reprocher de tout, mais pas la volonté. Sauf la volonté de mieux faire. Ils ont la volonté de mieux faire. C'était l'occasion pour montrer. On ne peut pas se limiter seulement au niveau de la volonté. Ça veut dire qu'il était temps pour eux de montrer qu'ils sont capables. Les chefs de l'État ne paient pas parce que les gens l'ont dit. J'ai suivi les gens dire que le chef de l'État a déclaré la guerre, mais tacitement. Je l'ai dit même hier à Désiré, que si c'est le cas, les chefs de l'État auraient violé la Constitution. Parce que les chefs de l'État, la déclaration de la guerre est prévue par les textes de la République. On ne peut pas les déclarer comme ça. Il dit autre chose, mais en dessous, il aurait violé la loi dans ces cas-là. Mais maintenant, ici, j'aimerais dire, le chef de l'État demande aux autres, par exemple, quand il parle des terres de divergence, vous demandez aux policiers, des opposants, ici on vise les opposants, vous demandez aux autres de faire des concessions, vous demandez aux autres de faire des sacrifices. Mais qu'en est-il de vous-même? Moi, j'aimerais ici qu'on ait tous l'attitude d'un pays qui est attaqué. Par exemple quoi? J'aimerais voir ici, moi, un chef de l'État qui reste, par exemple, dans son pays. Un chef d'État qui ne se déplace pas, qui se dit, je reste en République démocratique du Congo, je me consacre sur la question de l'Est. Mais quand ici, l'Est est attaqué, vous avez le chef de l'État qui est toujours départagé entre les avions, entre un autre pays et un autre. Comment les chefs de l'État, quels sont les signaux que les chefs de l'État donnent aux autres pour taire les divergences? Donc là, vous formulez une sorte de demande au chef de l'État, quand même de rester au pays. Ça veut dire pour moi, j'aimerais voir plutôt les chefs de l'État nous présenter les attitudes d'un chef de l'État qui a un pays agressé. Merci. Ça veut dire un chef de l'État concentré sur la question de l'Est, un chef de l'État qui est dans son pays et qui se fait pour chuter, cher ami. J'aimerais ici dire que sur ces plateaux, personne ne peut me contredire. Il n'y a pas un pays où les États-Unis d'Amérique ont amené la paix. Impossible. Vous allez voir le cas de l'Afghanistan, ils sont même partis. Aujourd'hui, Bachar al-Assad a récupéré. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui d'apporter la paix parce que d'ailleurs, la politique extérieure des États-Unis, c'est celui de déstabiliser les pays. Merci Ben. Je prends merveille. La question, elle est tellement grande que ça révèle une certaine sensibilité. On l'a beaucoup attendu. On attendait que Félix Tshisekedi se prononce, prenne quand même une position officielle. Il a donné sa position. Il a demandé d'abord à nous, au niveau interne, de nous unir. Je crois que dans l'unité, on peut aller plus loin, on peut réaliser des choses, on peut combattre l'ennemi et l'histoire nous en renseigne, lui-même il a même rappelé. Est-ce que vous trouvez qu'il n'aurait pas dû présenter en avant-plan la diplomatie, bien qu'il a démontré que s'il n'y a pas de résultats attendus sur le plan diplomatique, on va prendre la deuxième option qui est la guerre? Vous l'avez dit, il a été clair, il a dit que deux voie s'offre à nous face à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC, soit la guerre, soit la diplomatie. Pour l'instant, nous privilégions la diplomatie, mais cela n'est nullement un signe de faiblesse. Allez-y. Ça, c'est très important. Moi, personnellement, j'ai aimé ce discours. Le discours, il est clair. Vous savez, nous sommes dans un contexte où toutes les grandes puissances, la communauté internationale, entre guillemets, se prononce sur cette question. Ils nous recommandent le dialogue. Alors que nous avons déjà dialogué plus d'une fois avec le Rwanda, les M23, cela n'a pas abouti. Et voir à l'adresse à la nation que les chefs fassent une déclaration de guerre alors que les Nations Unies et les autres disent le contraire. Au niveau de la politique internationale, ça aurait été suicidaire. Il ne pouvait qu'aller sur cette voie. Mais lorsqu'il appelle à la mobilisation nationale, c'est là où il frappe fort.
Parce que les Occidentaux, les multinationales ne reculent pas face aux tentatives des nationalistes. Et ils ne reculent que lorsque la population se lève, lorsque le peuple se lève. Regardez ce qui s'est passé avec la Tunisie, vous vous souvenez? Regardez ce qui s'est passé avec l'Algérie, avec Bouteflika. Regardez ce qui s'est passé avec l'Égypte. Si la population se lève, les multinationales seront obligées de se plier à la décision de la population. Parce qu'en réalité, le Rwanda n'est qu'un commissionnaire. Le Rwanda est commissionnaire des multinationales. Et le Rwanda, à son tour, est en train de sous-traiter les M23. Vous comprenez? Est en train de sous-traiter les M23. Il y a le Rwanda et l'Ouganda qui jouent des bases arrière au M23. Alors, est-ce que le chef de l'État doit s'attaquer, ouvrir le front en désordre face à la communauté internationale? Et aux multinationales. Et aux multinationales surtout. Et puis, il y a quelque chose. Quand le président dit que la guerre nous est imposée par nos voisins. C'est-à-dire que il n'a pas dit par notre voisin, parce que si c'était notre voisin, on allait comprendre que c'est le Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda n'est pas seul. Nous avons autant de voisins, mais le président dit par nos voisins. Les pays de la sous-région, les EAC, tous ces pays-là, en fait, veulent que la partie orientale devienne une zone de non-droit. Afin que chacun vienne épuiser quand même. D'exploiter illégalement. Mais ils le font avec la bénédiction des multinationales de l'Occident. Parce qu'en réalité, c'est eux qui financent Kagame, c'est eux qui financent le Rwanda. Kagame n'a pas de moyens. Ce sont les Occidentaux qui financent. Donc, le discours du président de la République, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Voilà. Parce que nous sommes dans un contexte particulier. Et là, j'ai été content parce qu'il a demandé également à toute la classe politique d'être autour de lui. Et d'ailleurs, Martin Fayulu avait déjà commencé. Martin Fayulu avait déjà appelé à l'unisson, si je ne me trompe pas. Parce qu'il avait compris que la menace était réelle. Vous savez, à l'est, là-bas, ou dans la province orientale, là où les rebelles sont, et Goma, c'est comme le centre-ville et après l'aéroport. Pareil, oui, et Kinkole. Et encore que là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. Ici, il y a des embouteillages, donc ça peut traîner pour arriver. Il y a une facilité. Donc, si nous ne prenons pas ce dossier au sérieux, cette affaire au sérieux, ils risquent d'atteindre Goma. Et une fois qu'ils atteignent Goma, c'est la porte de Bukavu, c'est la porte des Idjou, ils vont descendre partout, jusqu'au Katanga, et le pays sera coupé. Ils ont déjà dessiné leur carte à eux. Oui. Mais seulement là où ils oublient est que les Congolais sont nés patriotes. Et le chef de l'État l'a rappelé. Il a dit que l'histoire nous renseigne qu'à chaque fois que nous nous mettons ensemble pour défendre une cause, nous l'avions toujours remporté. Voilà, les Congolais sont nés patriotes. Ça veut dire qu'il est difficile pour la communauté internationale ou les pays de la sous-région de nous diviser. Même si nous, à l'interne, nous avons ce débat-là. Moi, je suis de l'Équateur, moi, je suis du Kivu, moi, je suis du Congo central. Mais lorsqu'il faut défendre les Congos, nous sommes unis. Et ça, c'est le point fort que beaucoup n'ont pas, que le Soudan n'avait pas. Voilà pourquoi ils ont réussi à couper le Soudan. C'est que les autres pays, le Maroc et la Mauritanie et les autres n'avaient pas, ils ont réussi à diviser tous ces pays-là. Parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais seulement là où j'aimerais ajouter quelque chose avant que la parole ne tourne, c'est que nous, journalistes, nous sommes appelés à jouer un rôle très important. Ouais. Et aussi, notre gouvernement est appelé à faire jouer aussi les journalistes un rôle très important. Donc j'ai dit, nous devons jouer un rôle est là. Mais le gouvernement doit aussi nous faire jouer un rôle. Par exemple, faisons quoi vous savez, je vois sur les réseaux sociaux
les militaires, des personnes entre guillemets qui se réclament militaires congolais, hein, qui lancent des messages du genre nous n'avons plus de munitions ici, on nous a abandonnés, alors que dans la communication, c'est tout simplement le jeu de l'ennemi. Oui. Et puis nous, on tombe facilement, on relaie. Il utilise quelqu'un qui fait une vidéo et puis les médias relaient. J'ai vu des confrères relayer cela, faire des commentaires. Ça, c'est une guerre numérique qu'ils sont en train de mener. Et le gouvernement, en réalité, devrait rassembler les médias, orienter la politique de communication. Nous avons l'ACP qui existe. C'est ça le rôle des agences de presse. Voilà. Les agences de presse jouent le rôle des grossistes. Moi, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'enseigne à l'université. Ça veut dire que ce sont eux qui donnent les informations brutes. Je suis d'ailleurs très content que nous ayons à la tête de l'ACP un expérimenté le comme vieux Bakoumania. Bakoumania. Il doit nous aider. L'État doit donner le moyen à l'ACP et l'ACP doit jouer le rôle de grossiste à tous les autres médias. Aujourd'hui, nous avons les médias en ligne et d'orienter notre communication. Vous allez voir que le Rwanda sera déstabilisé. Désiré, Merveille l'a d'ailleurs bien si dit, parce que je me demande aujourd'hui, après le discours de Félix Tshisekedi, notre président, combien de journalistes rwandais ont relayé ce discours au Rwanda et avec quel angle? Parce qu'on a souvent tendance, vous rappelez, à chaque fois que le MV3 a fait une déclaration, on assiste à beaucoup de relais ici, comme si le MV3 avait des antennes sur place. Mais est-ce que nous, en tant que journalistes, nous jouons pleinement notre rôle au-delà de l'appel qui a été lancé par le chef de l'État? Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit. Allez-y, vous avez tout le temps. Sur ce qu'a dit Ben Kaembe, qui d'ailleurs, j'apprécie sa probité intellectuelle. Il a reconnu qu'il n'a aucune notion de la diplomatie, mais qui s'est hasardé. Il n'est pas praticien. Il t'a pas dit qu'il n'a aucune notion, Désiré. Il a dit que je n'ai pas de notion de la diplomatie. Mais il est là. D'accord, allez-y. Il est là, il va réajuster ses tirs. Il a dit qu'il n'a pas de notion de la diplomatie, mais ça m'a étonné qu'il s'hasarde dans la diplomatie. Je relève quelques phrases qui sont sorties de sa bouche. On a poussé le chef de l'État à parler. Qui a poussé le chef de l'État? Quand un chef s'adresse à sa population, à son peuple, il y a quelqu'un qui le tient par la tête, va parler. Qui doit pousser le chef? Selon lui. La clameur publique. Quand il dit on, il a parlé de la clameur publique. On, c'est un pronom indéfini. Qui pousse le chef de l'État? La clameur publique. Il a parlé de conseillers. Il y a des conseillers qui peuvent pousser le chef de l'État à parler? Point d'interrogation. Ça, ce n'est pas connaître le fonctionnement de l'administration, surtout au niveau de la présidence de la République. Le chef est chef. C'est lui qui dit ce qu'il va faire et c'est lui qui donne des ordres. Il n'a pas quelqu'un qui peut le pousser à parler. Il n'a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est lui qui est au-dessus. Il l'a appelé d'ailleurs le premier citoyen. Et en tant que tel, il n'a pas quelqu'un qui peut lui dire de parler et qui parle. Ça, c'est un. Deux. Il a dit quel a été le message du chef de l'État et qui a fait trembler l'ennemi. Il faudra maintenant commencer par l'objectif du message du chef de l'État. Est-ce que l'objectif du chef de l'État était celui de trembler l'ennemi ou celui de communier avec la population? Ce sont des questions que Ben devrait se poser. Donner des orientations à la population. Voilà. Dire à la population ce qui se passe et leur dire également quelle est sa position, d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Je crois que c'est ça ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé des accords signés entre la RDC et le Rwanda, lesquels accords qui ont été piétinés par le Rwanda. Il a également parlé des accords signés entre la RDC et l'Ouganda, d'ailleurs la mutualité de force, et la force qui n'a pas su également maîtriser le M23. Je crois que vous avez le discours. Allez-y. Il a souligné tout ça. Et tout ça, Ben pense que son message était celui de faire trembler l'ennemi. Non, le chef n'a pas besoin de trembler l'ennemi. Et d'ailleurs, en diplomatie, je parle en tant que technicien,
En diplomatie, je suis licencié en journalisme politique extérieur. En diplomatie, on n'a pas besoin de faire trembler l'ennemi. Non, on a besoin que votre message soit capté. Il a parlé de rapport de force. Oublions que derrière le Rwanda, il y a des forces qui sont au-dessus de la RDC. Merveille a parlé des multinationales, chose que Ben ignore. Merveille a parlé de l'Occident, chose que Ben ignore. C'est un commerce qui est en train d'être fait de nos richesses, de nos minerais. Je vous retiens un peu Désiré par rapport à ce que Ben a dit. Bon, il y a une certaine opinion qui pense que le chef de l'État aurait signé des accords secrets avec le Rwanda et qu'avant de demander la population, avant de solliciter une mobilisation générale ou nationale, il faudrait commencer par dire à la population les contenus, dévoiler les contenus de ces accords. Est-ce que vous trouvez cette approche aussi c'est pas intéressant? Francis, je ne suis pas dans des supputations. Je ne suis pas non plus dans des rumeurs. Moi, je suis journaliste. Je donne des faits. Le chef de l'État a dévoilé tous les accords qu'il a signés avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, d'après vous, il n'y a pas d'accord signé avec le Rwanda? Qui suivent la rumeur qui circule, qui suivent la toile, qui dit qu'il y a des rapports, qu'il y a des accords signés secrètement? Non, il vous a parlé des accords signés entre le Rwanda et qu'il a octroyé même la raffinerie de l'or au Rwanda. Il l'a dit. Il a dit que j'ai donné au Rwanda de l'or, pensant qu'il pourra nous laisser tranquilles. Il ne l'a pas fait, il a piétiné. Il a donné l'espace aérien. Francis, il est allé plus loin, a donné au Rwanda l'espace aérien. Et le Rwanda a profité de la bonne volonté du chef de l'État. Et il l'a dit. Il a également parlé de la mutualisation de forces avec l'Ouganda. Ce sont là les accords signés entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Vous voulez qu'il parle de quels accords? Des accords qui sont parlés sur des avenues ici. On a parlé des accords. Ils étaient ici, je crois, à Pullman ou au Fleuve Congo Hotel. Ils ont fait 74 jours. Ça, c'est la rue. C'est la rue. Vous, en tant que journaliste, vous ne pouvez pas relayer cela. D'ailleurs, vous avez dit, même Merveille l'a dit, nous devons changer de narratif. Nous ne pouvons pas prendre la rue. Vous êtes pour les changements de narratif. Nous ne pouvons pas prendre la rue. On n'est pas le ministre de télévision. Le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. Creux là ici. Non, écoutez, il dit que c'est creux. Nous ne pouvons pas prendre la rue pour amener sur le plateau de télévision. Vous n'avez pas la parole. Désiré Chuté par là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la cité, qui vous dit, à vous, journalistes, que le chef de l'État aurait signé des accords secrets avec le M23 et que vous acceptez. Alors que vous avez les faits. Les faits ici, c'est que le chef de l'État a affiché la volonté de pouvoir coopérer avec le Rwanda et l'Ouganda, mais nos amis n'ont pas accepté la bonne volonté du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, je vous ai posé justement cette question parce qu'aujourd'hui, au niveau interne, l'opposition réclame les contenus de ces accords et il y en a qui conditionneraient même leur participation par rapport à l'appel du chef de l'État. Au dévoilement d'abord du contenu de ces accords. Est-ce que c'est le moment? Ça c'est un manque de patriotisme. Allez-y. Ça, c'est un manque de patriotisme. S'il y a quelqu'un qui dit cela, ça veut dire qu'il n'est pas congolais et qu'il n'aime pas ce pays. D'ailleurs, encore que peu de gens aiment ce pays, beaucoup n'aiment pas ce pays. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé qu'on arrête d'abord avec nos divergences. D'ailleurs, c'est un discours. Le chef de l'État ne s'est pas adressé à un petit monsieur de la rue. Il s'est adressé aux aigles. C'est au grand de comprendre ce discours. Non, même les petits messieurs de la rue ont besoin du discours du chef de l'État. Le petit de la rue a besoin des explications de son discours à travers vous et moi. Ben Kayembe. Mais merci beaucoup, Francis, pour la question. Je vais compter sur votre bienveillance pour faire parvenir les différentes questions que je vais laisser ici. Allez-y. Merveille nous parle de la guerre qui serait suicidaire si les chefs de l'État osaient de déclarer la guerre. Je ne sais pas si... Peut-être que vous avez mal compris. Non, vous avez dit... Si dans ces discours, message devant la nation, les chefs de l'État déclaraient la guerre ouvertement, ça aurait été suicidaire. Oui. Alors que la communauté internationale, c'est pourquoi j'ai dit, il fallait compléter. Mais complétez ce qu'il a dit. Mais je vous sécurise, Ben. Laissez à Ben le temps de réagir. Ça veut dire qu'il coupe le message. Par là, il risque de désorienter. Vous aurez les derniers mots. Vous ne me laissez pas. Et vous allez réagir.
Vous avez dit ici, ce serait suicidaire, le chef de l'État a privilégié la diplomatie. La diplomatie se mène à quel niveau? Nous avons la sous-région, n'est-ce pas? Nous avons l'EAC avec 7 pays, dont 3 sont ceux qui en veulent à nos terres. Vous avez l'Ouganda, le Rwanda, ils sont membres. Ils en veulent à nos terres. Le Burundi. Nous dialoguons avec eux. Ça ne marche pas. Nous quittons là, nous allons à l'Union africaine, où moi j'estime qu'il n'y a même pas de modèle. Nous quittons là, nous allons à l'Occident. Vous parlez des multinationales ici. Qui sont ceux qui dictent la diplomatie américaine? Mais la diplomatie américaine est conduite par les multinationales. La politique extérieure même des États-Unis est influencée par ces multinationales. Mais vous comptez demander de l'aide aux États-Unis, à l'Occident. Comment cette aide-là va arriver quand vous parlez de la diplomatie? Combien de tours a-t-on pas fait ici? Combien de dialogues n'a-t-on pas tenu ici? À la sous-région, nous parlons ici même de l'Union africaine, nous parlons de l'Occident. Quels sont les pays où le chef de l'État ne s'est pas rendu pour demander de l'aide? Mais la diplomatie dont on nous demande d'attendre ici, c'est pour aller jusqu'où? Et ma question est celle de savoir, selon les analyses des merveilles, à quel niveau les chefs de l'État, ou sinon, à quel niveau de perte en vies humaines, ou à quel niveau de perte de nos terres les chefs de l'État estiment? Pour lui, je ne sais pas quel est le niveau que le chef de l'État attend pour dire, ben écoutez, ici c'est le moment de nous défendre, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas, parce que déjà, ce que nous avons perdu est énorme. Donnez un bel temps. Lorsque Merveille nous dit que le chef de l'État ici appelle à la mobilisation générale, pour que cette mobilisation puisse dissuader les multinationales, parce qu'ils n'ont peur que de ça, je me demande alors, nous allons continuer comme ça, à dialoguer pendant que ces M23 avancent, et quel est le niveau, à quel stade les chefs de l'État, quelle est la limite, quel est le seuil que les chefs de l'État s'est fixé, pour dire que lorsqu'ils atteignent telle partie de nos terres, c'est là que je vais me prendre à bras le corps pour dire niet, on va se défendre quoi qu'il en soit. Mais en relation internationale, ça ne fonctionne pas comme ça. Attendez. En relation internationale, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ben, le chef de l'État dit dans son discours qu'à privilégier l'option diplomatique, ce n'est nullement pas question de faiblesse. Mais c'est ce que j'ai dit, nous sommes d'accord, Francis. Oui. Nous sommes d'accord. Quand vous dites qu'il a une limitation quelque part où il attendrait qu'on arrive quelque part pour agir. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez insinuer? J'aimerais... S'il vous plaît, lorsqu'ici Désiré ne cesse de me dire est-ce que ça fonctionne comme ça? Donc d'après lui... Je voudrais lui dire comment ça fonctionne. Désiré, je voudrais lui dire comment ça fonctionne. C'est Ben qui a la parole, s'il l'État vous plaît. continue à aller de dialogue en dialogue, on continue à avancer, les rebelles continuent à avancer comme ça que la diplomatie et les relations internationales fonctionnent. Tout à fait. Selon son entendement, tout à fait. Hein? Oui. Donc on va continuer à perdre comme ça des pertes, on va continuer à essuyer des pertes en vies humaines en République démocratique du Congo jusqu'à ce que cette diplomatie-là va aboutir. C'est ce que vous faites passer comme message ici. Alors, ils ont compris. allez-y. Mais ici, j'aimerais aussi toucher des aspects avant de parler aussi de la part des journalistes dans ces cas ici. Même les chefs de l'État parlent de l'enrôlement, les jeunes doivent s'enrôler massivement. S'il faut regarder l'armée rwandaise et l'armée congolaise, est-ce que l'armée congolaise a un problème d'effectifs? Là n'est pas le problème. Mais ici, Merveille a parlé des rôles des journalistes. Moi, j'aimerais ici, même si on va dire que ce n'est pas les mêmes cas, je vais prendre la guerre russo-ukrainienne. Vous voyez comment la politique édicte même aux journalistes, aux organes de presse, quels sont les mots à utiliser lorsqu'on évoque la guerre ou sinon les attaques perpétrées par la Russie. On vous dit, n'utilisez pas tel mot, ne parlez pas de la guerre, parlez plutôt de l'invasion, parlez plutôt de ça. Il est possible qu'à ce stade, la politique ou sinon le gouvernement oriente la communication des journalistes. Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Si les journalistes arrivent à faire circuler peut-être ce qu'on appelle des fake news aujourd'hui, des infox, c'est parce qu'il y a les vides. Il y a un vide. Moi, je me dis aujourd'hui, si la bon, on ne veut pas qu'on cite encore la RTNC. Si on pouvait avoir un média, parce que c'est celui-là qui est financé par l'État, si ces médias pouvaient au moins consacrer des pages où on parle que des réalités vécues sur place, qu'est-ce que nous avons comme miroir? Il n'y aurait pas de spéculation. Qu'est-ce que nous avons comme miroir pour l'extérieur? C'est la RTNC. Alors voilà aujourd'hui, pour savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo, eh bien, cher ami, tout le monde regarde la RTNC. Or que si la RTNC pouvait consacrer ne serait-ce que 40%
pour parler de ce qui se passe dans la partie Est, on pouvait vendre l'image, nous victimiser aux yeux du monde, comme le fait l'Ukraine en passant par les médias français. Alors voilà la question que je vous pose. Vous avez dit qu'il y a des médias financés par l'État et qu'il appartenait à ces médias d'orienter la politique communicationnelle en temps de guerre. Alors la question que je vous pose, Ben, lorsque nous, en tant que journalistes, et lorsque notre armée, le FARDC, font des exploits sur le terrain, nous avons un peu de réticence pour propager ces exploits. Et lorsque c'est le 1v3 qui récupère telle ou telle ville, on est sur tous les fronts, on est sur toutes les chaînes, tous les plateaux, on est sur Twitter, Facebook pour annoncer. Et ça aussi, il faudra attendre que le gouvernement nous incite au patriotisme pour propager les bonnes nouvelles de nos FARDC sur terrain. Voilà ce sont des conclusions. Bon, certes, c'est une question, mais une petite partie serait prise comme des conclusions hâtives. Quels sont ces journalistes aujourd'hui? Vous avez vu ces journalistes en possession de l'information où les FARDC a fait des exploits et ces journalistes ont refusé les diffuser. Oui. Votre conclusion? Oui, merci beaucoup. Comme ça, moi et lui, nous ne sommes pas contredits, surtout au niveau du rôle, au niveau du rôle du journaliste. Je l'ai dit ici que le gouvernement doit dicter même les mots à utiliser pendant ces contextes de guerre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut réunir les journalistes, il faut utiliser l'ACP. Moi, je parlais de l'ACP. Lui il a parlé de la RTNC. Oui. Il faut utiliser sur ce point-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose où je ne suis pas d'accord. J'ai dit ceci. Maintenant, si les chefs de l'État a déclaré la guerre, ça veut dire que notre armée devrait s'engager là-bas face au Rwanda. Parce qu'ici, il y a deux dimensions. Il y a l'attaque contre le M23 et l'attaque contre le Rwanda et l'Ouganda. Parce que le M23, c'est un mouvement rebelle normalement congolais, mais qui est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Puisque ces deux pays-là soutiennent un mouvement rebelle congolais, nous, si nous faisons une déclaration de guerre, ça veut dire que nous devons attaquer ces deux pays-là. C'est ça. Et déclarer la guerre à ces deux pays-là maintenant dans un contexte où la communauté internationale nous demande de se mettre d'accord pour dialoguer, et c'est là où j'ai dit que c'est suicidaire. Mais par contre, si la population sort, imaginez à Kinshasa, même 1 million de personnes sortent. Nous sortons dans la rue, nous envahissons les rues de Kinshasa. C'est un message fort. Nous allons aux ambassades, nous allons au siège des Nations Unies, comme à peu près ont fait les Maghrébins et les autres. En 2 jours, vous allez voir que la situation là-bas va changer. Ils vont faire non seulement des déclarations, mais aussi ils vont agir. Parce que maintenant là, Qui est censé donner ses go? Mais justement, c'est lui qui est censé donner ses go, c'est le président de la République. Wow. Et il l'a fait. Si vous avez bien suivi son discours du début à la fin, parce que vous, apparemment, vous êtes en train d'analyser seulement une partie. Suivez le discours, vous allez voir qu'il y a une partie. Alors, conclusion. C'est ça, je conclue par là. Il y a une partie où il appelle à la mobilisation. Mais seulement là où je suis d'accord avec vous, c'est peut-être sur le fait qu'il faudrait qu'il utilise au prochain discours, qu'il utilise vraiment des mots clairs. Ça veut dire demander à la population, sortez. Là, au moins, je suis d'accord sur ce point-là. Merci. Désirez votre dernier mot. Allez-y. Non, mais on n'a pas tout le temps. On voulait qu'on passe toute la journée. Quand tu prenais le temps avec l'INPC, tu ne savais pas. Quand tu as pris le temps en train d'arguer sur l'INPC, tu n'as pas songé. Je voudrais revenir d'abord sur ce qu'a dit Ben. Très rapidement, parce qu'on n'a pas tout le temps. Ben, nous avons 2 principes de résolution des conflits. Il y a 1, la diplomatie qui est le dialogue. 2, la guerre. Et avant d'arriver à la guerre, il faudra toujours passer par la diplomatie. Dialoguer. Et si vous dialoguez, et avant la guerre, il faudra également voir le rapport de force. Qu'est-ce que vous avez face à celui qui est en face de vous, qui vous attaque? La RDC
a quel matériel sur les plans armement face au Rwanda qui est soutenu par les multinationales. Tenez compte également de ça. D'où le chef de l'État doit privilégier la diplomatie. Parce que nous sommes faibles, nous n'avons pas d'armement. Non, c'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est la première option. Allez-y, Désiré. Dans la résolution des conflits. La première option, c'est d'abord la diplomatie. C'est d'abord le dialogue. Et au moment où le dialogue n'apporte pas de solution, qu'il faudra passer par des moyens coercitifs. Des coercitifs. Les moyens coercitifs ici, c'est la guerre. Et pour faire la guerre, vous devez voir qui est en face de vous. Qui est votre interlocuteur? Qu'est-ce qu'il a? Le Rwanda a derrière lui des multinationales. Les États-Unis, même si on ne le dit pas, les États-Unis sont derrière le Rwanda. Le Rwanda devient le chouchou des États-Unis. C'est ce que Ben ignore. Il faudra privilégier d'abord la diplomatie. C'est ce que le chef de l'État fait. Mais l'option de la guerre n'est pas exclue. Il l'a dit. Mais pour faire la guerre, on doit se préparer. On ne peut pas faire vaïque. Vous ne pouvez pas pousser le chef de l'État à faire la guerre pendant que nous ne sommes pas prêts. Il faut être prêt d'abord. Merveille. Le M23 n'est pas un mouvement congolais. Non, ce sont des Rwandais. Ce n'est pas un mouvement congolais soutenu par des Rwandais ou Ougandais. Non. Ce sont des Rwandais. Même des visages montrent. Nous avons nos visages. Il faut conclure par là. Concluez par là. Nous avons comme nos visages. Et quand vous voyez le M23, même les membres, les éléments du M23 ne sont pas congolais. Ce sont des Rwandais purs. Ils ne sont pas congolais. Le mouvement du 23 mars était un mouvement créé en RDC. Non, ça ce sont des faits. La nuance. FDLR, ce sont les FDLR qui sont Le M23, c'est un mouvement par nature congolais. Mais les éléments qui y sont déjà ne sont pas congolais. Donc, vidés de tout congolais, mais vidés de tout congolais. Maintenant, ce sont des Rwandais. Rwandais. Ce sont des Rwandais qui nous agressent. Il n'y a rien de congolais là. Votre dernier mot tout à l'heure. Le dernier mot. Non. Quelque part là, Ben a parlé de voyage du chef de l'État. Il a même demandé au chef de l'État de pouvoir rester un peu au pays. Il est tout le temps dans les avions. Oui, mais. C'est l'aubaine. Ça veut dire que Ben ignore comment fonctionne la diplomatie. C'est ça la diplomatie. C'est dans les avions. Il ne peut pas rester ici. Pour dialoguer avec le Rwanda, il faudra aller quelque part. Par exemple, si le Rwanda. Vous avez vu, quand le chef, le Mobutu, devait dialoguer avec. Attendez. Non. J'ai fini par là. Faut chiter, mais vous allez prendre tout le temps. On n'est pas au début de l'émission, on est à la fin. Kabila devrait dialoguer avec Mobutu. Ils ont dialogué à Kinshasa? Non. C'est dans un bateau. Alors, Ben. Et une autre fois, c'est en Afrique du Sud. Et donc, le chef de l'État est appelé à se déplacer chaque jour pour trouver des solutions. Merci. Je concède que Désiré a plus des notions de diplomatie plus que moi, mais je le convie humblement. Allez revoir ses notes. Je suis technicien. Très important. Merci. Pourquoi? Ça n'est pas de la prétention. Allez-y. Ça n'est pas de la prétention, mais je suis technicien. Il était calme quand vous étiez en train de parler. Les États-Unis, permettez aussi qu'il il dit que les États-Unis sont derrière le Rwanda, mais il parle des multinationales. Mais les multinationales sont derrière qui? C'est eux qui dictent la politique extérieure des États-Unis. Lorsque vous partez solliciter de l'aide chez les Américains, dites-vous que les Américains ne peuvent pas intervenir si celui-ci mettrait à mal les intérêts des multinationales qui œuvrent dans la partie Est. Votre conclusion. Mais c'est une option de la diplomatie. Il faut le savoir. Merci Ben, vous avez conclu. Merci. Merci beaucoup. Merci Merveille d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. Merci à Désiré Ouembolois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Ben. Merci, je vous remercie. Il ne faut pas suivre Désiré. Il était prendre toute la journée en train de parler ici. Merci à Andrea Nzolame pour ces belles images. C'est elle qui était derrière la caméra. Merci à John Katembe qui a réalisé cette émission. Merci à Louis-France Kozekissa pour la coordination. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve le mardi à 11h. À tout à l'heure. Merci.